À défaut de contenter les fans de Star Wars, J.J. Abrams sera contenté les fans de Jurassic World. We're gonna survive. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog qui reviendra aujourd'hui sur la fin de Oak Street, qui est produit par J.J. Abrams. La petite introduction aura peut-être pu vous induire en erreur. Produit par J.J. Abrams, réalisé par David Robert Mitchell, qui a réalisé It Follows et Under the Silver Lake, je crois, avec Andrew Garfield. Ça m'étonne énormément que ce soit ce mec qui réalise ce film, parce que c'est à l'opposé complet de ce qu'il a fait jusque-là. Il a fait des trucs qui étaient très auteurs, très psychologiques. Et là, d'un seul coup, il nous fait un film qui est du pur divertissement, qui est dans le relais de ce qu'aurait pu être un Jurassic World s'ils étaient allés au bout de leur promesse, donc. Et du coup, c'est très surprenant. Ça parle d'une famille dont le père est interprété par Ewan McGregor et la mère par Anne Hathaway, qui est transportée comme leur maison, leur rue, leur quartier à l'époque des dinosaures, 200 millions d'années plus tôt, et qui va devoir affronter ces divers prédateurs en espérant pouvoir regagner leur timeline originale et rentrer chez eux. Mélangé à tout ça est une histoire classique dans le cinéma de catastrophe, de famille décomposée et qui va se recomposer au fur et à mesure. Et j'ai passé un très bon moment devant ce film pour plein de raisons, notamment parce que ça essaye d'évoquer un cinéma qui m'a beaucoup parlé, qui fait beaucoup partie de ma jeunesse et qui fait partie de la jeunesse du réalisateur donc du film, David Robert Mitchell, réalisé par des personnes de talent. David Robert Mitchell lui-même, les acteurs, le casting sont quasiment tous dingues, y compris les enfants qui sont assez excellents. À la musique, on a Michael Giacchino qui a fait beaucoup de très bonnes musiques de films récents, notamment Rogue One par exemple. Depuis le temps, il a un petit peu perdu la main. Je trouve qu'il savait longtemps qu'il n'avait pas fait des trucs assez marquants, mais là, pour le coup, dans ce film-là, il a fait des trucs assez marquants, qui tournent autour du thème central du film, qui est d'évoquer autre chose. Mais grosso modo, j'ai passé un bon moment et je vous encouragerai à aller le voir. Et du coup, alors pourquoi ce film a évoqué autre chose? C'est parce que simplement, ce film essaye d'évoquer plein de trucs différents. À la base, déjà, comme je vous l'ai dit dans le résumé, le film catastrophe, qui met souvent en situation des familles qui sont en train de se morceler ou qui sont déjà morcelées, par exemple, des parents séparés dans certains films, et qui vont affronter ces éléments apocalyptiques comme si c'était les éléments apocalyptiques de leur famille, de leur mariage, pour certains autres films qui se concentrent plus sur des couples que sur des familles, et qui vont se rabibocher au fur et à mesure de ces événements, et le film colle parfaitement à cette métaphore et ces habitudes d'écriture qu'on rajoute dans le film catastrophe. Il y a autre chose au-delà de ça, c'est que David Robert Mitchell a clairement voulu faire un hommage au film des années 80-90. Le film se déroule en 1982, ce qui n'était pas extrêmement clair dans les diverses bandes annonces, mais qui est très clair quand tu regardes le film, même s'ils ne disent la date qu'à la fin, cela dit. Mais c'est vraiment assez clair que ça se déroule dans les années 80. Et ça essaye du coup d'évoquer le cinéma de cette époque. Ça reprend tous les clichés du cinéma de cette époque, notamment par exemple la banlieue qui était extrêmement mise en avant dans ces films-là, le gang de gamins qui est tout le temps à vélo, avec chacun un code couleur pour le gamin. Alors il n'y a pas un gamin, le gros du groupe qui était souvent le cas dans les films des années 80-90, mais on retrouve clairement cette idée-là, quoi, ce cliché très années 80. Ce groupe d'ados qui bien évidemment à un moment va observer une jeune voisine de leur âge qui trouve mignonne, et il l'observe à travers la clôture par exemple, ou tout un tas de trucs. Cette fascination qu'ont les groupes de jeunes garçons de l'époque pour les filles. La famille sur le point de se séparer, pareil, est très typique de ce genre d'époque, notamment par exemple les films de Spielberg qui mettaient souvent en situation des couples en train de se séparer, déjà séparés, dans E.T. par exemple, et il y a quelques petits points qui pourraient évoquer E.T. dans ce film. J'en parle parce que j'ai vu vite fait en sortant de la salle un article qui parlait de mélanger Jurassic Park et E.T. Non, pas vraiment, il y a pas exactement les éléments de E.T. dans le truc, mais il y a un petit peu de ça, quoi. Et le concept lui-même est un film des années 80-90, en fait. Moi, ça me rappelle beaucoup, c'est un film que j'ai dans ma collection, qui s'appelle My Science Project, en version originale. Je crois que c'est Les Aventuriers de la 4e dimension, dans la version américaine. C'est un groupe de jeunes qui développent avec leur professeur de physique-chimie une espèce de clé spatio-temporelle qui ouvre des portails dans différentes époques, etc. Et ça fait venir, y compris un T-Rex à un moment du film. Et c'est un petit peu ce genre de film qu'on faisait à l'époque où il fallait trouver un film concept. Tu trouvais juste une idée sur laquelle tu vendais tout le film. Et cette idée de un quartier entier se retrouve téléporté à la préhistoire, c'est typiquement ce genre de film concept qu'aurait produit Hollywood à cette époque-là, en fait. Donc tu vois vraiment ce qu'ils essayent de reproduire dans le style de l'époque. Et un petit point qui me semble évoquer très clairement ces films des années 80-90, c'était une autre économie. Parce que il y a un moment dans le film où ils doivent se rendre dans la maison de la bibliothécaire de la ville.
Et bon Dieu, la bibliothécaire, elle gagne bien sa vie parce que la baraque, elle est gigantesque, quoi. Et ça colle bien, justement, au film de cette époque-là, en fait. Il y avait toujours ce côté un peu absurde, où tu avais des familles qui étaient un petit peu dans la dèche, mais qui avaient des baraques absolument gigantesques. Et il y avait un petit côté faire survivre le rêve américain malgré tout, ou, la classe moyenne qui était quand même mieux lotie qu'elle ne l'est aujourd'hui, par exemple. Donc tu vois que le film essaie d'évoquer les années 80-90 sur ces points-là, et notamment sur la musique. J'ai parlé de Michael Giacchino. La musique évoque très clairement cette époque-là, notamment par exemple l'espèce de thème féerique banlieue au début du film. Et vous savez, je ne sais pas comment vous jouez la musique, mais il y a ce type de musique qui se jouait tout le temps au début de ces films des années 80-90, quand ça se déroulait dans la banlieue, pour te montrer une musique un peu guillerette, qui sautille un petit peu, assez joyeuse, un peu féerique, mais vraiment spécifique à la banlieue, pas féerique fantastique, etc. Vraiment féerique lié à la banlieue et à cette espèce de vie idéale américaine qui aurait lieu dans ces quartiers, par exemple, ce qui a été beaucoup démonté par la suite, en premier avec American Beauty, ou Pleasantville aussi. Tu sens l'évocation de cette époque-là avec cette musique-là. La musique va aussi aller chercher à certains moments du synthé, qui était très souvent utilisé dans les musiques des années 80 notamment, 90 on s'en éloignait déjà un petit peu, mais c'est très souvent évoqué. Et pour un des éléments surnaturels notamment, tu fais un saut un peu dans les années 90 avec, vous savez, ce bruit très bizarre qu'il y a au début des films Matrix, quand il y a les logos Warner et Village Roadshow, où en fait, il y a un instrument très bizarre, c'est une espèce de cloche avec un truc rond avec tout un tas de tiges en métal très particulières. Ça se joue avec un archet de violon et ça fait une espèce de grincement, mais très mélodique. C'était des trucs très particuliers. Je vais vous mettre l'extrait de Matrix si je trouve pas celui du film. Et donc tu retrouves beaucoup ces sonorités très typiques de cette époque-là, et aussi la façon d'utiliser la musique. La musique est vachement présente dans tout le film, et notamment dès les logos de production, dès le tout début du film, il nous met le thème d'action grosso modo central qu'il va y avoir dans le film par la suite, ce qui était aussi un cliché qui revenait beaucoup dans les films des années 80-90. Tu vois clairement qu'il essaye d'évoquer ce style de cinéma, il y arrive extrêmement bien. En même temps, il en fait quand même un film qui est, alors je dirais plus auteur, mais dans les années 80-90, on avait quand même ce genre d'éléments autrement que des films d'auteur, mais le film se concentre en fait vachement sur la réaction des personnages par rapport aux événements qu'ils sont en train d'affronter, qui sont donc une métaphore aussi des transformations qu'il y a dans leur famille, par exemple. Et donc, par exemple, tu vas beaucoup te concentrer sur la gamine qui pleure dans la voiture en réalisant, elle est en train d'écouter de la musique. Et je suppose que dans sa tête, elle se rend compte que c'est la dernière fois qu'elle pourra écouter de la musique, la batterie de la voiture va finir par crever à un moment ou à un autre, il n'y a pas d'électricité, elle pourra plus utiliser de vinyle, de cassettes, de CD, etc. Et donc du coup, tu vois à quel point ça la touche, à quel point ça la marque, le fait d'être séparé, ce moment de son époque, qu'elle y pense y retourner ou pas, le fait de se séparer comme ça de son époque, c'est quelque chose qui la marque énormément. Ça va aussi beaucoup parler de comment le couple va vivre ce changement d'époque, et ils avaient une façon particulière de vivre leurs problèmes de couple, tous les deux, qui va se transposer également dans le côté fantastique de l'histoire, du coup. Le mari a une façon de prendre les choses, la femme a une façon de prendre les choses, et ça va se poursuivre dans ces événements du film. Et du coup, ça donne un côté un peu plus auteur par rapport au cinéma de divertissement d'aujourd'hui, en fait, qui a beaucoup perdu ce côté un peu auteur, traiter des sujets de façon métaphorique, avec des trucs de divertissement, etc. Là, il essaye vraiment de retourner à ce style de film-là, et vraiment ça sent qu'il a réussi à le faire, en fait. Et puis, il y a beaucoup d'éléments de mise en scène qui sont assez élevés, qui sont assez intéressants. Alors, quelqu'un m'avait déjà envoyé ça par message privé, donc j'ai tout de suite su ce que j'allais avoir dans le film. Quelqu'un m'a dit, il y a un élément de mise en scène qui va te plaire. Ça veut dire demi-bonnette. Et effectivement, il y avait des demi-bonnettes absolument partout dans le film. Il y en avait, par exemple, au début, la mère est en train de parler avec une des voisines, et elles évoquent un sujet qui est les enfants de la famille, du coup, et donc on va avoir un plan qui met en rapport la mère avec, à la fenêtre, les enfants qui sont en train de jouer dehors, et il y a une demi-bonnette pour que à la fois la mère soit nette et les enfants qui sont dans le coin du truc, avec à chaque fois des demi-bonnettes extrêmement bien cachées, par le rebord de la fenêtre, par un rideau, par un coin de mur, par un truc dans ce genre-là. À chaque fois, c'est compliqué de trouver le bord de la demi-bonnette dans le cadre. Et du coup, c'est vraiment plutôt bien travaillé. Ça va revenir à un autre moment où on va avoir une scène de réunion de famille où toute la famille doit essayer de se parler et de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est une scène qui avait l'air un peu absurde dans la bande-annonce. C'est la scène où elle fait je crois que notre maison, notre rue, tout notre voisinage a été transporté dans une autre époque, etc. Et c'est joué de façon extrêmement intense par des acteurs qui sont plutôt bons, hein, et en plus, c'est Ewan McGregor et Anna Hathaway. Et du coup, il y a un côté un peu surjoué d'en faire un petit peu trop. La nana qui est au bord des larmes en train de dire un truc
totalement farfelu en fait et qui devrait pas être joué avec autant de sérieux au final, mais c'est aussi ça qui aide à vendre le truc. Et au final, ça passe beaucoup mieux dans le film lui-même. Ça a pas l'air aussi absurde que ça, mais toute cette scène de discussion familiale, du coup, elle va être filmée avec des demi-bonnettes et va toujours mettre en rapport un personnage, enfin un membre de la famille avec un autre membre de la famille, et les deux vont être nets dans le cadre alors qu'ils sont filmés avec un qui est très proche, l'autre qui est plutôt loin. C'est grâce aux demi-bonnettes du coup qu'il peut filmer les choses comme ça. Donc cet élément de mise en scène là est exploité de façon intéressante dans le film. Ça met tout le monde à un pied d'égalité, ça te montre à qui est-ce que la personne est en train de penser, à qui est-ce qu'on est en train de parler, etc., etc. Toujours dans le point, il y a un petit gimmick qui était souvent utilisé à cette époque-là, mais qui est assez Spielbergien pour le coup. Les deux personnages qui sont en train de parler, il y a quelque chose au fond du cadre qui commence à arriver, et le point part des personnages pour se faire sur le fond de l'image et sur le danger qui est en train d'arriver. C'est un petit gimmick qui se faisait beaucoup à une certaine époque, mais tu sens que t'as un vrai réalisateur quand le réalisateur qui est derrière pense à utiliser ce gimmick en fait pendant une scène, et c'est vrai que ça marche plutôt très très bien comme il l'utilise. Il y a pas mal de jeux qui sont intéressants, qui rappellent un petit peu It Follows dans le concept, parce que It Follows, c'était, il fallait chercher dans le cadre, voir si quelqu'un est en train de se rapprocher du cadre. C'était toujours le truc qui était angoissant dans l'image. Et il y a un plan qui fait très nettement allusion à un moment, où il y a une discussion en famille dans la rue et il y a un truc au bout de la rue. Mais il y a plusieurs passages où tu vas juste voir des morceaux de dinosaures qui apparaissent derrière un toit, derrière une rue. On va filmer en synecdoque en fait, filmer des éléments de l'ensemble pour désigner l'ensemble plutôt que de le montrer clairement à l'image, ce qui va aussi faire travailler ton imagination. Tu vas imaginer toi-même ce qu'il y a derrière, ce qui provoque ce genre de choses, et ça va travailler ta peur. Et il y a tout un slow burn au début des séquences dans la préhistoire, où tu vas petit à petit filmer les traces des dinosaures, genre les traces de pas. Tu vas à un moment filmer une ombre, tu vas filmer juste une main derrière un truc, tu vas filmer quelque chose derrière une palissade, un personnage qui est en train de courir, et tu vois qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la palissade, mais tu le vois pas. Donc il y a tout un travail avant d'arriver à la révélation du dinosaure qui marche pour le coup très très bien, et qui là aussi est une belle décision de mise en scène, encore une fois, dans le film. Et à ce niveau, il y a un truc que j'aime bien, c'est que le slow burn commence avec le travail du son, qui est très subtil, parce que les personnages sortent de chez eux et tu entends le chant des oiseaux à l'extérieur. Et si tu y prêtes attention, parce que ça peut être juste un bruit de fond auquel tu prêtes pas attention, mais si tu y prêtes attention, tu vois, dès qu'ils sont passés dans la préhistoire, tu vois que c'est des bruits d'animaux tropicaux d'un seul coup, que c'est plus des bruits d'animaux que tu entends dans une banlieue américaine de base. C'est vraiment des bruits d'animaux tropicaux, c'est d'oiseaux ou d'insectes tropicaux que tu entends. Et du coup, ça te fait comprendre juste subtilement par le son que tu as changé d'environnement. Et tu vas avoir quelques petits trucs comme ça, tu vas avoir des scènes qui vont mettre en contraste le truc moderne avec par exemple le mec qui se lève le matin et qui prend sa voiture pour aller au boulot. Et d'un seul coup, pendant que tu as le bruit de la voiture qui s'en va, tu entends le petit grondement et le petit grognement de dinosaures au loin, ce qui fait du coup un mélange intéressant dans l'image où tu as à la fois le passé et le présent qui se mélangent. C'est deux passés, cela dit, vu par rapport à notre époque, les années 80, mais c'est intéressant du coup de travailler ça comme ça dans la mise en scène. J'ai bien aimé toutes ces petites touches de mise en scène qui sont vraiment très intéressantes et disséminées un peu partout dans ce film. En revanche, si j'avais un petit reproche à faire, à chaque fois qu'il y a des voyages dans le temps, tu sais qu'il y a un risque de paradoxe temporel, et à mon sens, il y a un paradoxe assez énorme à la fin du film. Et je sais pas comment est-ce qu'il le justifie, comment est-ce qu'il le résout. Il y a un côté un peu années 80-90 à ne pas aborder le truc en fait, à ne pas essayer de le résoudre, à mettre ce truc en plein milieu du truc juste pour servir l'histoire, qui se termine de façon assez classique pour un film des années 80-90. Mais c'est vrai que si vous êtes un peu fan de science-fiction, c'est le genre de truc sur lequel tu tiques, où tu dis il y a un petit problème de cohérence dans ton truc de voyage dans le temps. Cela dit, ça dépend comment est-ce qu'il gère le voyage dans le temps. Il y a plusieurs façons de gérer le voyage dans le temps, les timelines parallèles, les timelines qui se font une boucle, les trucs dans ce genre-là. Donc je sais pas comment est-ce qu'il a décidé de gérer son voyage dans le temps. En tout cas, voilà, sur la fin, je me suis dit, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais je te le passe parce que le film est vraiment cool. C'est dommage qu'il sorte maintenant, en fait, en face de l'Odyssée et de Spider-Man Brand New Day qui sont en train de tout défoncer sur leur passage, comme des dinosaures, quelque part. C'est vraiment un film cool qui aurait pu avoir vraiment ses chances s'il était sorti à un moment plus propice à fonctionner en salle. C'est clairement le film que Jurassic World 2 notamment nous a promis, le côté mettre vraiment des dinosaures dans une banlieue et dans une habitation urbaine. C'est ce qu'on avait eu dans Jurassic Park 2 également. Donc si vous avez toujours voulu voir ça, vous aurez ça effectivement dans ce film-là. Peut-être que c'est parfois un peu exagéré, je suis pas sûr qu'une porte résiste aussi bien par exemple à des attaques de dinosaures, mais grosso modo vous aurez, je pense que vous êtes allé chercher, c'est un film qui marche très très bien, le rythme marche nickel. Je me suis demandé si ça mettrait un peu trop de temps à démarrer par exemple au début, et non, il met en place vraiment tout ce qu'il faut mettre en place dès le début, et ensuite le film commence. Il y a un petit truc à ce niveau-là, j'avais l'impression qu'il y avait un fusil de Chekhov qui était mis en place avec littéralement un fusil, où on met en place qu'un des voisins a une arme par exemple, et je me suis dit du coup ils vont utiliser l'arme du voisin.
Non, jamais. Je trouve ça bizarre. Généralement, tu fais pas ça si tu t'en sers pas ensuite, en fait. Tu mets pas en place que quelqu'un a une arme si tu vas pas utiliser l'arme ensuite. Le fusil de Tchekhov, littéralement. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai passé un très bon moment devant le film. Je trouve que c'est dommage qu'il sorte pas à un moment où il aurait pu mieux fonctionner en salle. Parce que franchement, c'est cool et vous pouvez passer un bon moment devant. C'est clairement pas le film du siècle, hein. Mais vous passerez un très bon moment devant le film et je vous encourage à aller le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!